C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition de la fin janvier. Je ne sais pas si on peut donner une date. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna. Je parle de la date parce que comme on est distribué de façon numérique, n'est-ce pas, on peut être écouté n'importe quand parce qu'on est distribué évidemment sur les plateformes balado d'Apple, de Google, sur Spotify. On est facilement trouvable sur Facebook aussi, / une tasse de tech, mais partagé par ailleurs par les partenaires de C23 qui sont les pages numériques des stations radio FM du groupe Cogeco. C'est une longue phrase, mais c'est du bien bon monde. C'est 98.5 FM, c'est quoi? Kik à Québec, plein de belles stations comme ça. Nous saluons aussi nos commanditaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, qu'on remercie sans bon sens. Ça nous permet de faire une balado techno à toutes les semaines comme celle-ci. Je vous invite d'ailleurs à aller voir nos archives parce qu'on a commencé la semaine dernière la nouvelle saison pour 2022 avec des informations très pertinentes sur les NFT. C'était super le fun ce qu'on a eu avec les gens de Juste pour rire. Cette semaine, on parle de cybersécurité parce que c'est la semaine nationale de cybersécurité. On reçoit plus tard dans l'émission Jean Le Boutillier là, qui dirige une entreprise à Québec qui s'appelle Coach, qui fait dans la cybersécurité. On va vous donner des super bons conseils, comment éviter d'être victime en fait de cyberattaques, entre autres le hameçonnage, le harponnage, qui est du hameçonnage ciblé, on parlera plus tard de ce que c'est, et du fameux coup de ce qu'on appelle en anglais du SIM swap, donc le vol de cartes SIM. Il y a des pirates super rusés qui peuvent vous pincer, que ce soit au travail ou à la maison. Il faut faire attention à ça, surtout dans un contexte de télétravail. Moi, plus tard, j'essaie, et on en parlera tantôt, un bidule assez le fun qui se déplie comme ça, se déploie et fait une tablette ou un téléphone. C'est signé Microsoft. Pure coïncidence, mais c'était le Surface Duo 2. Il était lancé avant les fêtes. Je l'ai essayé plus longtemps parce que premièrement, j'ai un coup de cœur parce que je suis un grand lecteur et écoute, ça fait, on en parlera tantôt, mais ça fait un super beau livre numérique, mais il y a aussi, il y a ses qualités et ses défauts, on en parlera plus tard. Mais pour commencer, Pascal, notre partenaire, parce que j'allais dire de quoi je vais parler plus tard. Je vais parler de la montre Watch 3 Pro de Huawei, une montre extrêmement luxueuse, mais est-elle à la hauteur de la Apple Watch? Oh là là! Et de son prix de détail aussi, ouais. Beaucoup de détails à savoir. Donc, notre partenariat café avec la machine café Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains en délicieuse boisson caféiné ou pas de votre choix. L'affichage est à écran qui permet de choisir ses boissons. Il y a un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Le filtre est intelligent pour éliminer l'accumulation de tartre dans la machine. Le nettoyage de la machine est super simple, facile avec des petites capsules ou avec des enzymes pour éviter que le lait s'accumule dans la buse pour faire mousser le lait. Très, très, très propre et hygiénique comme machine, vraiment fantastique. Il y a même une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu. Donc, si vous voulez un déca l'après-midi, un café aromatisé, quelque chose, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Leur distributeur Edica, allez dans leur salle de montre, on dirait un stand de Formule 1 ou plutôt, comment on appelle ça, les puits de Formule 1. Un puits, un paddock, tellement c'est impeccable. On peut manger par terre partout chez Edica. J'ai découvert une recette de matcha latte grâce à la machine qui fait évidemment du lait mousseux et qui fait aussi de l'eau chaude. Donc, on peut faire tout ce qu'il faut. Petite poudre de thé matcha là, qui est une espèce de thé vert. En tout cas, c'est une poudre verte qui a beaucoup de saveur et qui est loin. En tout cas, je pense que en termes de caféine, théine, je pense que le boost énergétique est comparable à celui d'un café assez fort. Donc, j'ai été heureux de découvrir ça. Pas plus tard que cette semaine, en fait, alors qu'il faisait moins 25 dehors. Donc, c'était pratique d'avoir une boisson chaude. De matcha avec une machine à café. Quand même. Voilà. Elle est polyvalente. Grosse semaine, on va parler, comme tu l'as dit tantôt, de montres et de gadgets. Grosse semaine qui s'en vient la semaine suivante, parce qu'il y a l'événement Samsung qui s'en vient, là, où on va prendre un peu plus d'informations sur... Est-ce que ça va être le S22, j'imagine, le téléphone? Ça devrait être le S22. C'est l'événement Unpacked de Samsung qui normalement dévoile des nouveaux téléphones. On a annoncé que ça va être le 9 février. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut déjà sur le site américain précommander l'appareil qui va être annoncé. Dont on ne connaît rien. Sans en savoir plus. On ne sait rien. On ne sait pas sa taille, on ne sait pas ses caractéristiques, sa mémoire, son prix. On peut déjà le précommander, tout ça pour avoir un rabais de 50$ si on précommande l'appareil qui va être annoncé le 9 février et des bonus qui vont être annoncés lors de l'annonce.
Alors, c'est très... Des écouteurs, sans doute, peut-être les nouveaux Buds, Galaxy Buds. Peut-être des nouveaux buds, des nouveaux accessoires connectés. On s'attend à ce que le nouveau modèle de S22 ait un stylet. Donc, ça va peut-être intégrer la gamme Note dans la gamme S22. Donc, il n'y aura plus une gamme Note et une gamme S. Il va y avoir que le S22 qui pourrait avoir un stylet très flyé. Et dans les nouvelles techno, toujours pour ceux, c'est peut-être pas la semaine prochaine, ce sera peut-être pas le mois prochain. On ne sait pas vraiment ça va être quand, ben oui. C'est ça. Il y a Elon Musk qui a annoncé dans une conférence aux investisseurs que le Cybertruck, qui devait être lancé en 2023, va être en 2022, il devait être lancé cette année, va être reporté au plus tôt en 2023. Donc peut-être 2024, qui sait. Tesla qui fait de bien belles choses, mais qui, comme tout le monde dans l'automobile et un peu aussi dans l'électronique, a des problèmes de provisionnement de composants électroniques. Ça se comprend parce que les usines ne fonctionnent pas à plein régime en Asie et évidemment, l'acheminement des composants n'est pas encore à point, effectivement. Ça va être à suivre, cette histoire de camionnette électrique. Il s'en vient un paquet de nouveaux modèles dans ce créneau-là. Et ceux qui aiment ce genre de sujet, on a une balado auto C23 qui s'appelle « Ça tient la route ». Je vous le dis en passant. Allez voir ça. On en parlait justement des camionnettes électriques cette semaine. Il y a vraiment des belles informations à ce niveau-là. C'est Alain McKenna qui anime. Il est vraiment fantastique. Je co-anime avec Benoît Charette, qui est un autre sympathique gaillard. En fait, nous ne sommes que des gens très sympathiques ici. Je veux dire, on peut juste être le fun. Je te laisse, Pascal, nous présenter le segment actualité parce qu'on a une bonne encore cette semaine. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour. Allez sur infobref.com. C'est vraiment, vraiment une belle façon de commencer, de terminer la journée. Infobref.com. Vous saurez tout. Brièvement. Sérieusement, je pense que je vais leur soumettre l'idée de slogan. C'est un bon slogan. Vous saurez tout brièvement. Très rapidement. Toi, tu veux nous parler, Alain, de Apple qui veut voir les photos macro qu'on prend avec le iPhone 13 Pro. Oui, ben, tu le sais, hein, les fameux réseaux sociaux ont mené à la création des mots-clics qui sont facilement exploitables par les grandes marques. Le mot-clic Shot on iPhone, le mot-clic Shot on Pixel, ces choses-là sont très utilisées, mises de l'avant par les fabricants, que ce soit Apple, Google ou peu importe. Apple, on le sait, mise gros sur la photo. Vas-y, Pascal. Écoute, j'ai vérifié, le mot-clic Shot on Pixel existe, comme tu l'as mentionné. Il y a 323 000 personnes qui ont utilisé ce mot-clic-là sur Instagram hier. Il y a 24 millions de personnes qui utilisent le même mot-clic sur iPhone. Donc, c'est plus que 10 fois plus. Là. C'est vraiment énorme le nombre de gens qui utilisent iPhone. Je pense que c'est le mot-clic le plus populaire. Ça doit être c'est sûr que c'est un des plus populaires et ça explique d'ailleurs pourquoi on ne parle plus de Kodak. Avant, on disait Kodak, achète ton Kodak, amène ton Kodak. On n'utilise plus du tout ça. Le virage numérique de la photo était assez important et l'iPhone est l'appareil photo le plus utilisé au monde, cela dit sans blague. L'iPhone n'est pas parfait, mais au moins, il fait des photos. D'ailleurs, il ne fait pas les plus belles photos, mais il y a une particularité du nouveau iPhone 13 Pro spécifiquement et Pro Max, c'est qu'il a 3 objectifs, dont un qui fait justement de la photo macro et il a un mode exprès macro. Photo macro, c'est des photos de très près qui permettent d'aller chercher des très petits détails sur des sujets extrêmement précis. Les poils, les moustaches d'un chat, par exemple, ou le pistil d'une fleur. Oui, là, je cherche des mots sophistiqués. Les bébites, les carapaces, le luisant sur la carapace d'un scarabée. J'ai oublié le mot, mais les petits crochets là, de la bouche d'un scarabée, effectivement. Si vous rencontrez un scarabée dans la rue et qui est prêt à se faire prendre en photo, vous m'appelez. Apple lance un concours donc, pour ce genre de photos-là. C'est le iPhone Macro Challenge. C'est d'ailleurs le mot-clic qu'il faut utiliser sur Twitter et Instagram ou Instagram, je devrais dire. Pour participer, c'est ouvert évidemment à tout le monde qui possède un iPhone 13 Pro. Donc, c'est du monde, mais en même temps, ce n'est pas tout le monde, parce que la plupart des gens, on a des plus vieux iPhones. C'est une façon, évidemment, de mousser l'intérêt envers ce téléphone-là. Allez-y, si vous avez un iPhone 13 Pro, essayez-le, faites des photos. Si vous n'avez pas un iPhone, allez voir le mot-clic, parce que les photos que les gens font, qu'on aime ou pas Apple, les photos, il y en a vraiment des super belles. Là. Il y a vraiment des choses extrêmement le fun à regarder. Ça donne des idées pour les gens qui veulent développer, qui veulent faire de la photographie comme un loisir ou même qui veulent en faire une profession éventuellement. Il n'y a pas assez de bonnes sources pour s'informer sur le genre de création, le genre de créativité qu'on peut développer à partir de ces choses-là. Évidemment, si vous voulez faire la photo macro, il y a d'autres appareils aussi. Là. Le Pixel 6 Pro, pour moi, est un des appareils les plus fun pour faire de la photo que j'ai vu depuis longtemps. Il n'y a pas nécessairement de mode macro, mais l'intelligence artificielle embarquée fait aussi du beau travail. Donc, il existe des options. Et ce concours-là, ce qui est le fun, pour les gens qui s'intéressent, c'est que Apple va choisir ses gagnants à partir du 16 février prochain. Donc, c'est dans à peu près 2-3 semaines.
Et les gagnants en question, leurs photos vont être prises vont être partagées par Apple sur Twitter et Instagram et peut-être ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, mais vont aussi être incorporées dans les campagnes publicitaires d'Apple. Et ce n'est pas impossible que votre photo se retrouve sur un panneau publicitaire, par exemple, devant le pont Jacques-Cartier à Montréal. Oh, quand même. C'est un peu J'espère que l'équivalent les gens vont avoir une rétribution intéressante, là, parce que si c'est pour la notoriété, hashtag notoriété, je comprends que c'est le fun, mais pour les gens qui ne sont pas des professionnels, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup. Il n'est question que de notoriété pour l'instant. Puis en même temps, c'est public, c'est pour le fun. Évidemment, il y a un volet marketing. On n'est pas dupe, on le sait que ça fait parler du iPhone. Mais pour les gens qui veulent participer, quand on parle, on le sait, hein, on parle du iPhone, ça fait allumer une petite étincelle dans les yeux de bien des gens que si on dirait la même chose pour Android, pour même Windows, Phone ou peu importe, ça n'irait pas chercher la même émotion. Donc, la puissance de la marque est quand même assez évidente de ce côté-là. Et ce que tu dis là, c'est très vrai parce qu'on s'entend, là, la fonction de photo macro, elle est offerte sur des téléphones Android depuis des années. On faisait ça avec les téléphones Huawei il y a 2-3 ans. On faisait ça avec les téléphones de Samsung il y a 2-3 ans aussi. Donc, la fonction macro n'est pas une nouveauté. Mais Apple, en faisant ce concours-là, j'ai souri quand j'ai vu l'annonce de faire comme, OK, Apple va faire découvrir aux gens qui peuvent prendre des photos macro, ce que du côté Android, on n'a pas inculqué aux gens encore, parce que sinon tout le monde dirait, on peut faire ça depuis longtemps, mais Apple a cet impact marketing-là qu'on va découvrir que les téléphones peuvent faire, et beaucoup de gens vont croire que Apple a inventé sur son téléphone haut de gamme, pas sur tous ses téléphones, sur son téléphone haut de gamme, la possibilité de prendre des photos macro. Donc, je trouve ça vraiment très particulier. Ça crée un intérêt pour une fonction qui, si on se fait aux rumeurs, va être présente sur tous les modèles du iPhone 14, donc le nouvel iPhone qui devrait être lancé l'année prochaine. Ben oui, on aime ça ou pas, mais tu sais, OnePlus avait des téléphones avec des objectifs macro dédiés il y a quelques années. J'ai hâte de voir le nouveau OnePlus d'ailleurs, parce que le plus récent avait les objectifs Hasselblad. Oui. Et ils ont un mode de prise de photo typique d'un boîtier, en tout cas d'un boîtier avec un objectif Hasselblad qui est assez le fun aussi. Donc, moi, ce que j'apprécie tout ça, c'est que les fabricants s'essayent à créer des modes exclusifs qui donnent des résultats assez le fun, merci. Parlant de nouveautés qui s'en viennent, on en sait plus sur Windows 11, Pascal. Oui, j'ai très hâte parce que dans un message de Panos Panay, le Chief Product Officer de Microsoft. Le sympathique Chief Product Officer. Ça paraît bien. Oui, non, puis c'est un sympathique bonhomme pour l'avoir croisé, là, oui. Oh, chanceux! Hey, on connaît du monde! Quand même. Dans un billet de blog qui s'intitule A New Era of the PC, une nouvelle ère du PC. Je trouve ça très ronflant. Il sort ça tous les 2-3 ans. On en sait plus sur la prochaine mise à jour de Windows 11, comme tu peux le mentionner. Entre autres mises à jour, on va avoir un preview qui va permettre de faire enfin rouler ses applications Android, les mêmes que dans son téléphone, dans son ordinateur. Ça va être très chouette. Depuis temps, ouais, c'est ça. On l'attendait, ça avait été annoncé, donc on devrait dès février commencer à voir ça. On va pouvoir les télécharger du Microsoft Store. Donc, j'ai hâte de voir quelles applications vont être en première. Puis, évidemment, c'est en preview, donc ça se peut que ce soit que pour les gens qui ont les mises à jour de Windows le plus rapide dans leur installation. Ça confirme aussi que Microsoft en a fini avec les mises à jour annuelles. Normalement, on avait, du côté Apple aussi, on pousse les mises à jour dès qu'on a des grosses mises à jour annuellement. Ouais. Mais Windows va plus vite que ça. Il se dit, OK, après 6 mois, après 3 mois, on a une nouvelle fonctionnalité, on va la pousser. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. On a aussi annoncé dans cette lettre-là que l'adoption de Windows 11 serait 2 fois plus rapide que celle de Windows 10. Et ça, même si le lancement ne s'est pas fait sans heurts, il fallait avoir une puce de sécurité, il fallait avoir ils ont commencé à déployer Windows 11 avec des critères assez stricts pour qu'on ait la meilleure expérience. Donc, c'est possible maintenant, mais l'adoption serait 2 fois plus rapide. Moi, je suis très satisfait de Windows 11 jusqu'à présent. Petit bug au départ, mais ça a très, très bien été. Puis, pas grand-chose. Là. Windows 10, c'était une bonne base. Windows 11 rajoute quelques petites fonctions. Et cette capacité des applications Android d'être activée à même le système va, à mon avis, aller dans le bon sens pour tout le monde. Et on s'attend à ce que Google soit agressif elle-même pour développer des applications qui sont conçues plus spécifiquement pour ce grand écran d'un PC. Là, ça va être à suivre. Ben oui, puis j'aime beaucoup, beaucoup cette approche-là parce que c'est tout le contraire de la chasse gardée d'Apple. Apple qui se renferme dans son extraordinaire cage dorée. Mais ça reste que l'environnement se referme de plus en plus. C'est une blague contre Apple, ton coup d'œil? Non. C'est simplement, il faut être lucide parce que je me souviens qu'il y a 20 quelques années, Microsoft refermait les portes et Apple était le système le plus compatible avec tout. On pouvait mettre à peu près n'importe quoi, le brancher, plug and play. C'était très Apple. Et là, maintenant, on dirait que c'est rendu l'inverse au niveau, puis c'est tout à fait des raisons stratégiques très différentes. Apple veut garantir la sécurité, l'uniformité de l'expérience et tout. Mais on s'entend que si
des standards comme iMessage, par exemple, était ouvert, comme ça avait été promis au départ, ben, tout le monde pourrait bénéficier d'un meilleur système de connexion. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça que Apple fait qui méritent un petit peu, disons. Tu élèves le débat à un autre niveau parce que ce manque d'interopérabilité-là, qui n'est pas exclusif à Apple, tout le monde a un petit peu oui, tout le monde a sa chasse gardée, son jardin secret, je ne sais pas comment dire ça, mais bref, effectivement, il pourrait avoir, entre les applications puis les plateformes puis les matériels, il pourrait avoir une meilleure intégration de tout ce qui existe dans le marché. Parlant de ces choses-là, un petit peu, on parlait il y a un petit bout de temps d'obsolescence programmée au Québec, parce qu'on le sait, là, les produits, on peut parler d'appareils électroniques, mais parlons juste des frigos. Les frigos des grands-parents qui sont encore dans le sous-sol, alors que celui dans la cuisine est changé aux 2-3 ans. Il existe un truc, on en a parlé en France il y a quelques mois, on en a parlé ici, mais ça se passe en France, c'est le droit de réparer. La France a adopté, oblige les fabricants d'appareils électroniques à attribuer un indice de réparabilité à leurs appareils, donc de donner une cote sur à quel point c'est facile de réparer pour justement prolonger la durée de vie des produits électroniques qu'on achète. C'est pas tout le monde qui embarque, mais il y en a quelques-uns. Cette semaine, c'est pas n'importe qui, c'est le président américain Joe Biden qui a fait une sortie qui a dit le droit de réparer devrait exister et devrait vraiment servir à faire sauver des sous aux consommateurs. Lui-même juge anormal, et là, c'est ça qui est intéressant, il dit « Je trouve anormal qu'on ne puisse pas soi-même réparer soit son téléphone intelligent, et là, on se sent concerné, ou son tracteur. » Et là, on fait comme « Tracteur, vraiment? » Il y a toute une saga par rapport à la marque John Deere de tracteur, on le sait. Bon, évidemment, aux États-Unis, on en parle moins au Québec parce que c'est moins dans le spotlight, disons-le, mais le monde agricole, ça leur coûte des gros sous, des tracteurs. C'est des machines à 200 000 $300 000. Et dans le cas de John Deere, dès qu'on touchait à quelque chose de façon anormale, on annulait la garantie. Donc, ça irritait beaucoup de gens. Et là, le président Biden, qui est évidemment, les États-Unis, c'est le gros marché de consommation, a demandé à un organisme fédéral qui s'appelle la Federal Trade Commission, la FTC, qui n'est pas vraiment d'équivalent canadien, mais qui protège non seulement les droits des consommateurs, mais aussi l'espèce de concurrence dans l'économie, de créer un cadre légal, un cadre restrictif, contraignant pour les fabricants pour qu'il soit plus facile à l'avenir de réparer soi-même ces appareils. Et là, pensez à échanger une pièce dans votre ordinateur, pensez à échanger la batterie dans votre téléphone, pensez à réparer votre lave-vaisselle vous-même. Aux États-Unis, on calcule que sur une année, pour le ménage moyen, pour une famille normale qui reste dans une maison normale, il y aurait possibilité juste là de sauver 5 000 $ par année si on avait un plus grand accès à ces outils de réparation-là. Donc, ça va s'en venir. Ça se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de discussions au Québec pour cette question d'obsolescence programmée. Il y a un projet de loi qui a été soumis, qui est à l'étude, mais ça traîne un peu. La différence étant que si les Américains décident de rendre la réparabilité obligatoire, ça va avoir un plus gros impact sur le marché vu la taille de leur économie et de leur marché de consommation que si on le fait au Québec. Souhaitons que ça s'en vienne. Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je pense que le Québec pourrait faire rapidement, c'est mettre en place une forme d'obligation de publier les documents de réparation, les guides d'utilisation pour aider les gens qui veulent le faire à savoir comment on répare, quelle pièce on la change et comment on la change pour que l'appareil puisse continuer de fonctionner. Ça ne coûte rien à personne. Évidemment, au Québec, ce serait obligé de faire ça avec des guides en français. Donc, ce serait au moins pour le marché québécois. Mais on sent que ce genre de choses-là vont venir bientôt. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ça va être à suivre, évidemment, parce que là, on est au stade de la théorie, mais ça s'en vient. Ça va être une bonne affaire. On ne parlerait même pas de déchets électroniques tellement il y en a, mais ça pourrait aussi aider à résoudre ce grave problème-là, qui est le problème environnemental qui est doublement plus grave. Écoute, j'abonde tellement dans ton sens. J'ai soufflé parce que c'est émotif comme ça. Non, mais c'est tout à fait. Puis moi-même, je me contiens les émotions. J'ai eu à remplacer un four pour une pièce, une toute simple pièce qui n'était pas disponible. Tout le four était impeccable. Une pièce a brûlé. Cette pièce-là n'était plus offerte par le manufacturier. Et puis, ça m'a coûté, ça a été une grande saga. Après quelques années, ça brise. Et moi, j'irai encore plus loin que ça. Je me dis, si un manufacturier décide de cesser de supporter un appareil, je trouve que les plans et tous les schémas de conception devraient être offerts gratuitement. Ça devrait être possible de pouvoir prendre son iPhone 2 et pouvoir l'ouvrir et avoir le schéma pour pouvoir... Je dis iPhone 2, mais ça pourrait servir de caméra de surveillance, ça pourrait stimuler la créativité, ça pourrait permettre de... Pense à tous les Samsung Galaxy dont on ne peut plus changer la batterie depuis quelques générations. Voilà. C'est la plupart du temps le premier composant qui lâche, qui rend l'âme, c'est la batterie. Si on peut les échanger, juste ça serait déjà un gros gain.
Oui. Alors, on ferait vraiment plus de millage. Rapidement, Pascal, dis-moi donc, combien rapporte 1 milliard de vues sur TikTok? C'est très, très drôle. Selon le créateur de contenu MrBeast, j'aime beaucoup le créateur de contenu MrBeast. Ils sont partout, eux autres. 1 milliard de vues sur TikTok rapporterait un maigre 14 900 $. C'est tout ce que le gars a reçu. 1 milliard de vues, 14 900 $. C'est pas ça. Puis c'est 1 milliard de vues, c'est beaucoup, là. Parce que 15 000 ça a l'air de beaucoup, mais 1 milliard de vues, c'est énorme. C'est énorme. 1 milliard de personnes, là. Qui ont cliqué sur ces trucs. Il y a un autre créateur sur TikTok qui a mentionné qu'il a reçu 112 $ pour 25 millions de vues. Eh boy! C'est pas beaucoup de sous. Je trouve ça très, très drôle parce qu'on entend des trucs là, que des créateurs, entre guillemets, sur Twitch, les plus populaires, gagnent plus d'1 million de dollars dans le top là, de ceux qui sont le moins, puis ils n'ont pas 1 milliard de vues. Là. Donc, il y a des gens qui auraient gagné MrBeast. En général, sur YouTube, aurait gagné 54 millions de dollars en 2021, juste avec YouTube. Donc, c'est assez fou. Je regardais d'autres statistiques. Ce qui est fou, c'est que quand on parle de ces chiffres-là, je n'ai reçu que 14 900 $ américains, évidemment, de TikTok. Quand on regarde les revenus globaux qu'ils ont, ils ont des partenaires, ils ont des commanditaires et tout. Oui, l'argent se trouve ailleurs. C'est ça, je comprends qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent de TikTok et que TikTok est pingre, il ne permet pas de payer directement ses fournisseurs, mais sachant que, entre autres, MrBeast fait 54 millions, entre autres que Jake Paul fait 45 millions, que Markiplier fait 38 millions. Oui, c'est correct de soulever que TikTok ne rapporte pas beaucoup, mais c'est quand même inquiétant. Puis je regarde dans Variety, magazine de vedettariat, on parle des TikTokeuses Charlie et Dixie D'Amelio. Je ne les connais pas du tout. Ça là, c'est des TikTokeuses. Bon. Ils auraient reçu plus de 27,5 millions américains en 2021. Wow. Donc, elles sont populaires sur TikTok. Ça leur a emmené de la visibilité, de la notoriété, des ententes, des partenariats, des émissions de télé-réalité, des apparitions publiques. Et c'est ça qui, je crois, est payant. Le placement de produits aussi, là, qui n'est pas toujours extrêmement clair, effectivement. Ben oui, c'est extrêmement pas clair, comme tu le dis, ce qui est un placement de produit versus ça. Ce que j'ai trouvé flyé, c'est que TikTok s'était engagé, il y a un TikTok a un Creator Fund, un fonds pour donner des sous aux créateurs, et s'était engagé d'abord à verser 200 millions aux créateurs. Ils se sont rapidement ravisés en disant « OK, on va donner 2 milliards aux créateurs ». Pour les 3 prochaines années, donc 2 milliards dans les 3 prochaines années, à ceux qui ont plus de 100 000 vues authentiques. Et j'aime tellement qu'on spécifie les vues authentiques. Authentique, c'est un gros morceau. À quel point c'est pas coûteux et c'est très, très simple d'avoir des fausses vues sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et ainsi de suite, des clics, des likes, des commentaires, t'en veux-tu, t'en veux, ça coûte quelques dollars pour des milliers. Donc, de spécifier que c'est ceux qui ont plus de 100. Donc, même s'ils devraient répartir 2 milliards de dollars aux créateurs dans les 3 prochaines années, MrBeast, pour 1 milliard de vues, a reçu 14 900 $. C'est quand même amusant. Il ne faut pas le plaindre. Il ne fait pas pitié, MrBeast. Il gagne beaucoup de sous. Non, exactement, c'est ça. Puis ça fait rêver beaucoup de jeunes qui veulent devenir YouTubers à la première occasion. C'est pas mal d'être un podcasteur aussi. Moi, je n'aille pas ça. C'est sûr qu'on ne fait pas des millions. Je ne pense pas qu'on court après ça. Quoique, je ne suis pas compte d'avoir quelques millions, mais c'est pas ça. La question n'est pas là. Mais il faut toujours être. Follow the money est toujours une excellente approche. D'où vient l'argent, ça vous donne une idée de la qualité du contenu aussi. Exactement. Puis, je me permets de faire une parenthèse avec Joe Rogan, qui a une entente exclusive avec Spotify. Il y a Neil Young qui a dit, écoutez, là, vous laissez passer les propos conspirationnistes et un peu délirants de Joe Rogan. Je ne veux plus que vous diffusiez ma chanson. Spotify a fait OK, Neil Young. Est-ce que c'est Spotify ou est-ce que c'est Neil Young qui s'est retiré? Parce que là-dessus, il y a deux théories. Je disais, c'est Neil Young qui a décidé de quitter. Là. Oui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit c'est Joe Rogan ou moi. Puis c'est Joe Rogan. Puis ils ont décidé, Joe Rogan, de garder Joe Rogan. Moi, je veux dire ceci. Je ne suis pas abonné à Spotify et ça ne me donne pas le goût de m'abonner non plus. Donc, voilà. Moi, je l'ai mentionné à quelques reprises. Tout ce qui est entente d'exclusivité de podcasteurs avec les diffuseurs, j'ai beaucoup de difficultés. Je trouve que moralement, ce n'est pas une bonne voie. Et que les consommateurs. Nous sommes partout. Tu vois, une tasse de tech est représentée sur On est partout et on veut rester partout. Yes. Merci, Pascal. On va faire une très, très courte pause, ne serait-ce que pour entendre notre joli thème musical. Au retour, on reçoit un professionnel de cybersécurité pour parler de comment vous devriez protéger non seulement votre ordinateur, mais votre téléphone et vos comptes réseaux sociaux des méchants pirates informatiques. Restez avec nous.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à nouveau à Une tasse de tech. Comme à chaque semaine, nous recevons un invité. Et cette semaine, on parle de quelque chose dans l'actualité parce que c'est la Semaine nationale de la cybersécurité cette semaine. Si vous suivez, et si vous ne les suivez pas, suivez-les, le compte Twitter du Centre canadien de cybersécurité, une fois par jour, il donne des conseils. Je vais vous en donner un, par exemple. Puisque ça arrive une fois par année, c'est le bon moment, ce moment-ci, si vous avez du temps, de faire une copie de sauvegarde de vos données. Parce que la fois où vous allez les perdre, vous allez vous en vouloir si vous n'avez pas fait une copie de sauvegarde. Et c'est quelque chose qu'on repousse souvent. Je ne sais pas, toi, Pascal, si tu en fais régulièrement, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible, ce qui fait 2 fois par année, mettons. Mais je pense qu'il doit y avoir une règle d'or là-dessus qu'on oublie ou qu'on néglige. Mais juste ça. Après ça, si on est victime d'un vol d'identité, d'un rançon logiciel, peu importe, au moins, on aura déjà ça, cette espèce de plan B où on pourra se repartir, pas nécessairement à zéro si on est victime d'une menace. Parlant de cybersécurité, oui, vas-y. Moi, ce que j'entends trop souvent, c'est les gens qui me disent « J'ai fait une copie de sauvegarde. Oui, il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 6 mois, c'est quelque part dans mon tiroir. » Et là, ce n'est pas la copie la plus récente. Et ce que tu avais mentionné sûrement, Alain, c'est notre partenaire pour l'entrevue de la semaine. Vas-y. L'entrevue de la semaine d'Une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. GoDaddy.ca, vous avez besoin d'un site web, vous voulez explorer comment créer un site web, c'est super simple d'utilisation. GoDaddy.ca. On parle et on reçoit évidemment souvent à l'émission des startups qui sont pleines d'ambition. La startup, l'invité qu'on a cette semaine est le président et le fondateur d'une startup qui s'appelle Coach, qui se présente et qui espère, en tout cas, si vous me le direz, Jean, qui aimerait devenir le Google de la cybersécurité, ce qui est quand même assez ambitieux. Pour en parler, on a Jean Leboutillier, qui est justement le président de l'entreprise. Monsieur Leboutillier, bonjour. Oui, bonjour Alain, bonjour Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pareillement, merci d'être avec nous. Surtout que le contexte s'y prête super bien, vu que c'est la semaine de la cybersécurité. Vous êtes Coach, justement, en cybersécurité. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous faites là. Oui, Coach, c'est une entreprise en cybersécurité québécoise. On a notre siège social à la ville de Québec, ce qui est quand même assez rare au niveau du développement logiciel. Et on regroupe plusieurs experts avec des doctorats, des maîtrises, des certifications en cybersécurité. On opère aussi à Montréal, Toronto, New York, San Francisco et on développe des logiciels vraiment pour la protection des données sensibles au sein des entreprises. Le genre de clients qu'on peut couvrir, c'est des clients du secteur financier, des banques, des compagnies d'assurance. Bref, toutes les organisations qui touchent ou ont de la donnée client sensible. Vous parliez d'automobile tantôt, vous voulez faire un prêt ou appliquer pour une police d'assurance. Toutes les compagnies vont collecter de l'information au travers de ces processus-là. Et souvent, c'est un challenge d'en assurer la protection au travers des processus. Les employés aujourd'hui travaillent à la maison, etc. Donc, Coach, on vient vraiment équiper les entreprises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche ou de manutention risquée, si on veut. Oui, maladroite ou imprudente. C'est un bon sujet d'ailleurs parce que je parlais en début d'année avec des gens à propos de cybersécurité, surtout dans le contexte où on utilise l'application maintenant, comme l'application Vaxicode pour la COVID et tout ça. Et quand l'application a été lancée, il y avait des enjeux de sécurité dans l'application parce que l'entreprise qui l'a développée n'avait pas de directeur de responsable de cybersécurité. Et ça, c'est un défaut ou un détail qui a été relevé à plusieurs reprises au fil des derniers mois au sein de toutes les PME québécoises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du travail, qui sont en développement numérique, qui font même 100% numérique et qui n'ont pas d'experts en cybersécurité. Est-ce que vous observez ça de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose que vous aidez justement à pallier en offrant vos services aux PME québécoises? Oui, je pense qu'au niveau du marché, il y a beaucoup de problèmes. Ça l'aide aussi à expliquer pourquoi Coach existe. La majorité des entreprises aujourd'hui ont beaucoup de misère à sécuriser les données, à savoir où sont les données en circulation, est-ce qu'il y a des risques. Puis la pénurie de talent, justement, c'est un des gros facteurs. La demande du marché pour les professionnels en cybersécurité est presque infinie et c'est très difficile, même pour des grandes firmes qu'on a comme clients, notamment d'attirer ce talent-là. Donc, pour les entreprises plus petites ou les petites entreprises, ça devient presque impossible. Puis la pénurie de talent fait que les pratiques de sécurité peuvent être ad hoc souvent. Manque d'experts se traduit par des pratiques non structurées, indisciplinées. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. Puis la situation ne va pas nécessairement s'améliorer, on le sait, avec toutes les menaces auxquelles on fait face. Donc, 2022, puis vers l'avant, ça va être très difficile pour les entreprises.
Et Coach, nous, on vise à automatiser au maximum la découverte des données, la protection des données, parce que ça ne sera pas possible autrement. Oui. Bien, on parle, évidemment, vous travaillez auprès des PME, donc c'est un service interentreprise. Et là, l'auditeur moyen se dit, mais en quoi ça me concerne? On ne s'en rend pas compte, mais des fois, on travaille dans une entreprise, que ce soit même une PME ou une grande entreprise, et on peut être victime, on peut être la cible d'un... On connaît beaucoup le hameçonnage, ces espèces de courriels frauduleux qui prétendent se déguiser pour un compte bancaire, des choses comme ça, mais il existe du harponnage, qui est du hameçonnage ciblé où... Et j'ai connu des gens qui ont été victimes de ça, où ils reçoivent un message, puis ils ont l'impression que c'est leur patron, que c'est le président de la compagnie qui leur demande de virer des sous dans un compte d'urgence parce qu'ils sont loin, blablabla. Et ça, évidemment, c'est une arnaque qui connaît un certain taux de succès, malheureusement, trop élevé. Est-ce qu'il y a des... J'imagine, parce qu'on peut tous être victimes de ce genre d'attrape-là, est-ce qu'il y a des outils de sécurité, des outils que les entreprises peuvent utiliser pour se protéger, se prémunir de ce genre de menaces-là, ou s'il faut vraiment juste éduquer les gens par rapport à leur existence? C'est vraiment intéressant qu'on en parle parce que nous, ça nous arrive à tous les jours chez Coach, des tentatives d'hameçonnage, de harponnage. Et les gens se font passer pour moi. Des scénarios comme, donc, dans votre organisation, vous êtes, en tant qu'organisation de cybersécurité, ciblé par des harponneurs. Absolument. Il y a des criminels qui écrivent des courriels à nos employés, puis scénario classique. Hey, je suis au bureau, je dois rencontrer un client important rapidement, j'ai oublié le mot de passe du Wi-Fi. Peux-tu me donner le mot de passe? Et en réalité, c'est un criminel qui essaie tout simplement d'obtenir le mot de passe du Wi-Fi en le demandant gentiment, en se faisant passer pour le PDG ou quelqu'un d'autre. Et c'est un gros problème. Au niveau de la protection, moi, je pense que c'est vraiment essentiel de passer par de l'entraînement parce que les criminels peuvent être tellement créatifs, ça peut être fait par courriel, par texto, par téléphone, et ils sont vraiment bons. Donc, il faut outiller les employés pour reconnaître ces choses-là, être capable d'y répondre puis de ne pas divulguer l'information. Moi, écoutez, je travaille là-dedans, je suis un peu paranoïaque là, quand les gens m'appellent, c'est légitime. Il faut, oui. Vous êtes qui? Pourquoi vous voulez ces informations-là? Donc, ça devient un peu une forme de paranoïa. Au niveau technologique, comme je l'ai expliqué, il peut y avoir des solutions, notamment au niveau des courriels et ces choses-là, mais souvent, les harponnages qui sont les plus pervers vont se faire par téléphonie même ou par texte. Oui. Donc, c'est dur de capturer tout cet univers-là avec la technologie. Bien, vous dites que vous êtes la cible souvent d'harponnage. J'ai fait un dossier dans Le Devoir sur la cybersécurité et depuis ce temps-là, ça fait une dizaine de jours, je n'ai jamais reçu autant d'attaques, de faux courriels ou de demandes de mots de passe sur Facebook, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence. Puis là, je ne sais pas si c'est juste moi parce que je parlais de ça depuis quelques semaines, mais est-ce qu'on observe depuis quelques mois une recrudescence de ces phénomènes-là? Moi, je reçois des appels, je n'avais jamais reçu ça avant, depuis Noël, de gens en Australie qui se font passer pour un soutien technique, qui veulent installer un système sur mon ordinateur. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Ça arrive souvent d'ailleurs. Bien, je pense que, évidemment, c'est un crime gratuit. Donc, les gens qui sont en Inde ou ailleurs peuvent faire ce genre d'activité-là, puis ils feront très rarement face aux conséquences. Donc, c'est très populaire. Oui, effectivement. Exact. Puis aujourd'hui, la majorité de la population travaille à la maison, travaille vraiment dans le digital. Donc, il y a vraiment une opportunité pour les criminels d'abuser de la population. Puis là, une fois qu'on vole des informations, bien, on peut procéder plus loin. On peut faire du SIM swap ou d'autres vols d'informations. Donc, c'est très lucratif pour les criminels et c'est un crime gratuit. Exact. Mais vous faites bien de le dire, le SIM swap, en français, c'est l'usurpation de carte SIM. Donc, la carte SIM, évidemment, on le sait, c'est la petite puce qu'on a dans son téléphone cellulaire. C'est vrai, j'ai regardé sur le site de l'ONU. Non, je trouve ça magnifique, l'usurpation de carte SIM. Oui, et ça a été beaucoup discuté l'année dernière. Il y a 2 cas où il y a un pirate ontarien qui a usurpé donc, la carte SIM d'un détenteur de crypto-monnaie qui en avait pour 46 millions de dollars et il a vidé son compte de crypto-monnaie. C'est la plus grosse transaction, la plus grosse fraude du genre jamais observée en Amérique du Nord. Puis il y a un jeune pirate montréalais aussi qui a fait la même chose et qui a réussi à partir d'une voiture Tesla d'un kidam, d'un internaute dont il avait usurpé l'identité à distance par Internet. C'est vraiment fou, ça. C'est fascinant, mais en même temps, ça commence à la base, à mon avis, sur la divulgation d'informations qu'on fait sur les réseaux sociaux. Tu sais, les fameux questionnaires sur Facebook, là. Quelle a été votre première marque de voiture? Ça a l'air banal, mais plus on avance dans ces choses-là, plus les questions deviennent étrangement similaires à celles que vont vous poser un système de sécurité si vous avez oublié votre mot de passe. Est-ce qu'il y a comment on se prémunit, comment on se protège de ces choses-là? J'imagine, premièrement, en n'utilisant pas, en répondant pas à ces questionnaires-là, mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre, soit au travail ou à la maison, M. Leboutillier, pour se protéger davantage de ces menaces-là?
Mais je pense qu'à la base, ça commence avec un état d'esprit où il faut comprendre que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux va être public. Donc, il faut limiter l'information qu'on publie. Même si c'est un sondage, il faut assumer que tout le monde va y avoir accès. Et donc, de ne pas répondre à ce genre de sondage-là. Il y avait eu, vous le savez, avec Cambridge Analytica, un gros scandale. Et eux avaient collecté plusieurs informations sur les personnes qui votaient aux États-Unis par des sondages en masse au travers de Facebook. Ça, c'est la première chose. Et moi, personnellement, je partage rien, puis je divulgue jamais d'informations dans des sondages. Le SIM swap aussi, souvent, ça débute par des vols de données. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on fait Coach parce qu'on aide nos clients à prévenir les brèches d'information pour pas que l'information personnelle des clients, comme par exemple leur date de naissance, leur adresse, le prénom de leur mère, se retrouve dans les mains des criminels parce que c'est comme ça qu'ils sont capables d'appeler les compagnies de téléphonie cellulaire pour finalement faire changer le numéro de téléphone d'un appareil mobile à l'autre. Un autre, exact. Oui. Puis la date de naissance, à peu près tout le monde la divulgue sur Facebook parce qu'on voit toujours les gens se ruer sur les publications. Bonne fête, je trouve ça. Alors, tout le monde sait quand tout le monde est né. Oui, effectivement, c'est un détail. Puis on voit aussi les numéros de téléphone souvent partagés sur Facebook. Donc, ça, c'est doublement. Exact. J'ai peut-être un truc aussi pour les auditeurs au niveau du SIM swap. Il est possible de collaborer avec votre fournisseur de téléphonie mobile puis de demander à ce que tout transfert d'un numéro de téléphone soit seulement autorisé par un mot de passe ou seulement possible si on va en magasin. Et ça, ce n'est pas activé par défaut. Mais si vous faites ça, personne ne va pouvoir transférer votre numéro de téléphone puis vider votre portefeuille de crypto-monnaie. Si vous en avez un. Mais c'est super intéressant et c'est super pertinent à savoir parce que les compagnies, les fournisseurs sans fil refusent de trop parler de ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas se présenter comme des cibles. Je cherchais de l'information là-dessus. Au CRTC aussi, on refuse. On a des informations, mais on refuse de les partager. Il a fallu que le Globe and Mail fasse une étude l'année passée pour dire qu'il y a eu comme 21 000 cas au Canada dans 6 mois l'année passée de SIM swap, de tentatives. On ne sait pas si ça a réussi, mais c'est un phénomène qui existe. Et donc là, on peut dire à notre fournisseur, on peut appeler le fournisseur et dire empêcher de votre service à la clientèle téléphonique d'envoyer une carte SIM si je vous appelle, je veux être là en personne pour que ça se fasse, c'est ça? Oui, puis évidemment, quand on parle de SIM swap, c'est souvent que le numéro de téléphonie cellulaire va être utilisé pour recevoir un code SMS. Le code SMS est utilisé pour se connecter à un autre compte. Donc, si le service que vous voulez accéder, que ce soit un compte de crypto-monnaie ou un compte de banque, permet d'utiliser une autre modalité que le code SMS, ça peut être une bonne recommandation aussi. Comme ça, il n'y a aucune façon que vous pouvez devenir une victime d'un changement de numéro de téléphone parce que le code provient d'un autre endroit, comme par exemple une application mobile. Microsoft en a, Google en a, qui génèrent des codes à chaque... Oui, les authentificateurs, là, je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Là. Exactement. Oui. Donc ça, c'est beaucoup moins vulnérable que de recevoir un SMS. Donc, des mots de passe forts, le moins possible SMS en deuxième facteur d'authentification quand on peut le changer pour d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça? Gardez tous vos systèmes à jour. Souvent, les gens, ils sont capables d'exploiter des systèmes, d'exploiter des gens parce que tout simplement, les systèmes n'ont pas été mis à jour. Mais à part de ça, c'est vraiment ça. Limitez l'information que vous publiez. Assurez-vous de barrer les transferts de numéros de téléphonie, de minimiser l'utilisation des SMS. Puis, je pense que le risque à ce niveau-là est assez bas. Demandez à votre employeur d'embaucher un expert en cybersécurité ou sinon de faire affaire avec des fournisseurs de qualité. J'imagine que ça fait partie de la solution que vous préconisez aussi chez Coach. Oui, bien, c'est que, étant donné qu'il y a une pénurie de talent, c'est tellement dur d'attirer et de retenir du talent en cybersécurité que nous, on regroupe une grande quantité d'experts puis on les focalise sur la création de solutions pour automatiser la sécurité. Et je pense que pour les firmes qui veulent être au plus haut niveau pour protéger l'information de leurs clients, bien, Coach est une excellente option, surtout au Québec. On est très spécialisé dans les types de données québécoises, là, souvent les numéros de permis de conduire québécois, etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un bon coup pour l'écosystème québécois que Coach se soit installé ici. C'est bien, on va suivre ça de près à l'évolution de Coach et ce n'est pas parce que la semaine se termine là, dans quelques jours que la cybersécurité devient soudainement moins importante. Donc, faites une copie de sauvegarde, vérifiez vos affaires et on vient de faire la liste de nombreux conseils. On va suivre ça donc avec intérêt ce qui se passe chez Coach. Merci, M. Leboutillier, d'avoir été avec nous. Jean Leboutillier, donc président de Coach, qui nous parlait de cybersécurité. Merci, M. Leboutillier.
Merci Alain, merci Pascal, ça fait plaisir. Au revoir. Merci. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech, encore une fois, segment test de produits, des produits très intéressants. Mais avant, je vous laisse Pascal nous présenter notre partenaire pour ce segment. Oui, on parlait de cybersécurité avec notre invité. Un bon moyen de se protéger quand on veut aller sur Internet, c'est un service VPN. C'est ce qu'on appelle aussi un réseau privé virtuel en français. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur le web en tout anonymat, puisqu'il évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Donc, il faut être n'importe où dans le monde, ou presque. CyberGhost VPN, notre partenaire, est une des applications VPN les plus populaires sur la planète. On a déjà 38 millions d'utilisateurs avec le service CyberGhost VPN. C'est un service qui a un avantage sur les autres outils VPN. Il ne conserve aucune donnée de son utilisation. On parle de vie privée. On ne veut pas donc que nos informations soient conservées. On peut utiliser VPN CyberGhost avec jusqu'à 7 appareils en simultané. Donc, ça peut être votre ordinateur, votre tablette, votre sans-fil, votre récepteur de télé numérique au besoin si vous savez le configurer. Pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Profitez-en. Ça va vous aider à faire une idée de son utilité. Et les auditeurs d'une tasse de tech ont, pour leur part, pour vous qui nous écoutez à la maison, vous avez droit à une offre spéciale d'abonnement avec 4 mois offerts gratuitement, puis à un coût réduit de 85 %. Ça va vous coûter que 2,15 $ par mois. Donc, pour en profiter, allez sur cyberghost.com/une tasse de tech, cyberghost.com/une tasse de tech, et vous allez avoir le lien de réduction. Profitez-en. Vous allez aussi voir ça sur notre page Facebook, sur la description de l'épisode, et ainsi de suite. C'est une question de sécurité, mais aussi, il y a une façon de déjouer le géoblocage de catalogues géobloqués, donc comme celui de Netflix, qui n'offre pas le même contenu, en fait, selon le pays dans lequel on se trouve. Il y a possibilité de déjouer ça. Et c'est du géoblocage et ça a l'air bien grave, tout ça, mais ce n'est pas... Il n'y a rien de légal dans le géoblocage. C'est purement du marketing et commercial. Donc, pour le consommateur, il y a possibilité de déjouer ça sans se faire pincer là, légalement. Ce n'est pas de la copie ou de la distribution illégale. Il faut le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des zones grises là-dessus. Puis évidemment, oui. Beaucoup de gens m'écrivent pour les petites boîtes qui font de la télé par IP. Puis ils me disent, je peux écouter toutes les chaînes pour 5 $ par mois. C'est illégal. C'est illégal. Ouais. Ça, c'est illégal. Les gens ne me croient pas. Oui, il me dit que c'est légal. En fait, non, c'est pas légal. La boîte est correcte. La boîte, c'est pas la boîte, c'est la rediffusion du signal qui est le problème. La boîte est tout à fait légale. C'est le distributeur qui est dans l'illégalité. C'est la distribution du signal qui est le truc. Fait que oui, c'est ça. Si tu viens avec ton duo, ton Microsoft Surface... Je sais que je ne suis pas le premier à en parler parce que je suis même en retard, mais il y a deux raisons en fait pourquoi j'en parle maintenant. Il s'agit du Microsoft Surface Duo 2 qui est le téléphone chez Microsoft en ce moment. C'est un téléphone à système Android 11. C'est un téléphone qui a la particularité d'être un peu comme un livre électronique mais à 2 écrans, donc qui se replie comme un... quand il est replié, les 2 écrans sont masqués, donc les écrans sont à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on a une tablette de 8,1 pouces avec 2 écrans, avec évidemment une penture dans le milieu. Mais on peut aussi le flipper à 180 degrés, au complet, disons. Et on a un seul écran de 5,6 pouces. Pardon. La raison pourquoi j'en parle en ce moment, c'est qu'il est en liquidation. Microsoft a retranché 1 000 $ son prix de détail, donc il se vend 935 $. Là, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il est plus qu'à moitié prix. Ça veut dire qu'il est moins qu'à moitié prix. Ça commence à être le fun, là. Oui, le problème, je pense, c'est qu'ils essaient d'écouler leur stock parce que peut-être qu'ils n'en ont pas vendu autant qu'ils espéraient, mais ça n'enlève absolument rien à cet appareil-là qui, moi, m'a séduit rapidement pour ses qualités, parce qu'évidemment, c'est rare qu'on est séduit par les défauts d'un appareil, mais il en a. Rapidement, là, donc 2 écrans AMOLED, ça, c'est un gros truc. AMOLED, ça veut dire que c'est une technologie d'affichage qui a un super bon contraste. Et quand l'écran est noir, il est noir. Il n'est pas comme illuminé noir, donc gris, mettons. Et ça, c'est un gros point parce que, en tant que grand lecteur, j'ouvre des livres numériques là-dessus, par exemple, via l'application Kindle d'Amazon, et ça s'affiche comme un livre noir sur blanc ou blanc sur noir, mais avec un super beau contraste. Pour lire le soir, c'est vraiment bien, là. Donc, 2 écrans AMOLED, interface qui profite des 2 écrans malgré la coupure entre les deux, donc qui permet d'afficher une application soit sur les 2 écrans mur à mur, soit sur un seul écran, soit de combiner les deux ensemble pour avoir d'un côté une partie de l'application, par exemple, dans l'application de courriel, avoir la liste des courriels et à droite, un message qui est ouvert. Il est compatible, même si ce n'est pas apparent, avec le stylet, je pense qu'il appelle le pen ou le stylus chez Microsoft, le stylet qui vient avec les tablettes Surface Pro.
Malheureusement, le stylet, il faut l'acheter, il faut trouver un endroit où le mettre parce qu'il ne tient pas, il ne s'agrippe pas, il n'y a pas moyen de le masquer à même l'appareil, il faut l'avoir dans ses poches. Il existe un étui qui coûte un autre 60 quelques dollars qu'on peut mettre par-dessus le téléphone pour ensuite accrocher le stylet, mais ça revient cher tout ça ensemble. Oui, c'est ça. Même à 1000 de rabais, tu veux pas payer ça reste pour une petite dépense bizarre. C'est la deuxième génération du Duo, mais c'est la première qui est vendue chez nous parce que, il y avait des problèmes avec la première génération. Ce n'était pas un appareil dernier cri. Dans ce cas-ci, on a un processeur Snapdragon 855 dernier cri, antenne 5G, 128 ou 256 gigaoctets de stockage, qui est correct, même sans être une révolution. Et l'autonomie fait sur papier 15 heures, mais il dit, je pense, 5 jours, 10 jours de veille, mais ça fait, écoute, moi, j'ai toujours peur que la batterie, je le laisse constamment charger parce que, premièrement, ça ne dure à peu près pas une journée d'utilisation. Ça consomme beaucoup d'énergie quand on l'utilise. Peut-être qu'on l'utilise trop parce qu'il y a trop d'écran, je ne le sais pas. Mais l'autonomie est pas tout à fait d'une journée d'utilisation. Et si on ne le branche pas puis on le laisse sur le coin du bureau, en 3 jours, il n'y a plus de batterie. Puis c'est toujours un peu stressant parce qu'on arrive le matin et on est comme déjà à 66 % alors qu'on n'a rien fait de la nuit. Alors, c'est un petit peu... et je n'ai pas l'impression que j'utilise des applications si énergivores que ça, là. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. C'est un problème. Il y a une caméra à 2 objectifs à l'arrière d'une résolution de 11 mégapixels. Donc, il y a un angle, disons, l'équivalent de 35 mm et un zoom. L'application de la caméra est plus, je dirais, en contexte de productivité que de créativité. Je ne pense pas qu'on va voir le mot-clic « shot on surface du lot 2 » sur Instagram, sauf pour partager des contrats qu'on numérise et qu'on transfère en PDF ensuite. Puis oui, effectivement, il doit y avoir juste 4 personnes qui l'ont utilisé, mais d'ailleurs, on pourrait le créer peut-être, on va repartir quelque chose avec ça. Parce que, mais c'est pas axé sur la photographie non plus. C'est non, pas exact, un appareil c'est ça. Quand je dis productivité, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser pour numériser des documents rapidement, par exemple. Donc, il y a une application très productive et c'est l'angle avec lequel Microsoft attaque le marché de la mobilité avec cet appareil-là. Parce qu'évidemment, avec le stylet, on peut aussi prendre des notes, des choses comme ça, mais il y a une optimisation des applications de productivité chez Microsoft pour aller sur ce système-là. C'est Android, donc c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme application Android, mais elles ne sont pas toutes adaptées à cet affichage-là. Donc, des fois, on perd un peu dans le milieu. Mais ça donne une idée de comment Microsoft essaie de s'insérer dans le marché de la mobilité. Parce qu'avant, on savait, il y avait Windows Phone, il y a eu Windows Mobile, ça n'a pas vraiment bien marché. Il y a eu le rachat de Nokia aussi, qui est une autre histoire. Mais là, on est rendu avec un produit qui, moi, m'a vraiment séduit, à part certaines lacunes dans l'interface. Des fois, il y a des, on dit en bon français, des glitches. Donc, des moments où l'application va fermer inopinément ou il va falloir redémarrer l'appareil. Il faut évidemment s'habituer à cette espèce d'écran en 2 morceaux-là qui n'est pas parfaite. Mais il y a des avantages à ce format parce qu'on peut l'ouvrir à plat pour avoir un écran plat, mais on peut aussi l'ouvrir à 90 degrés pour avoir comme une espèce d'appareil, comme un mini ordinateur portatif. Et il y a des applications qui en tirent profit. On peut jouer à Xbox Live en version mobile là-dessus. Je pense que c'est le Ultimate Pass, quelque chose comme ça. Et ça s'affiche avec les contrôleurs sur un écran qui devient l'espèce de pavé le contrôleur, finalement. Et sur l'autre écran, on a vraiment l'écran de jeu. Il existe des applications sur Android qui permettent de reproduire, par exemple, une console Nintendo, la vieille Nintendo, la N64 ou les plus récentes aussi. Et tout ça est accessible gratuitement et facilement. Donc, on peut en faire un appareil de jeu assez rapidement aussi. Donc, il y a évidemment de la productivité qui est le fun. Mais cet aspect-là, je le trouve pas mal intéressant. Et évidemment, il y a l'intégration de Teams dans le téléphone qui permet de l'installer, peu importe que ce soit en mode justement sur un côté ou à l'envers ou peu importe, pour avoir la petite caméra frontale et utiliser Teams comme si c'était un ordinateur personnel. Et ça devient un outil de productivité assez mobile, merci. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et évidemment, l'autonomie qui est très courte, l'interface qui a certains bugs et l'absence de rangement pour le stylet, c'est des défauts criants. Il y en a quelques autres aussi, mais vu le prix maintenant réduit, à 1000 $, ça commence à être un appareil super intéressant pour quelqu'un qui a des goûts particuliers. On s'entend là que l'appareil ne sera probablement pas supporté très, très longtemps. Ça reste Android. Combien de versions d'Android? À partir de là, c'est à voir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens très près de Microsoft et d'Android qui vont probablement faire des versions peut-être non autorisées dans quelques années, mais on en a pour au moins 3-4 ans. Et à ce prix-là, ceux qui sont curieux, qui veulent quelque chose de hybride, téléphone-tablette, je veux dire, moi, je l'ai trouvé à ce prix-là, parce qu'à au prix original de 1000, je pense que c'est 1600 quelque chose, puis et plus. C'était quelque chose, mais là, à 935 $, c'est beaucoup d'écran pour le prix. Moi, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Et c'est la seule raison qui fait que c'est pertinent d'en parler maintenant, parce qu'effectivement, il était hot avant Noël, et là, on sent qu'il l'écoule parce qu'on n'a peut-être pas vendu dans qu'il voudrait. Et rapidement, parce qu'on étire. Oui, non, mais c'est que moi, je dois quitter bientôt. C'est correct, on va parler parce que je l'ai essayé aussi, j'ai bien des choses à dire là-dessus. Parle-nous de ça, la nouvelle montre, en fait, il y en a 2, mais dans ton cas, c'est la Watch 3, c'est ça?
Oui, moi j'ai essayé plus particulièrement parce que j'avais vraiment envie de l'essayer. Je l'ai vu lors du lancement à Vienne. La Huawei Watch 3 Pro Elite, le modèle de luxe, 48 mm, une énorme montre. Moi j'adore ça, c'est très stylé. Elle est en titane, elle est vraiment avec un écran saphir, affichage AMOLED, comme tu l'as mentionné, des super beaux contrastes. Elle est une montre qui roule Harmony OS 2. Donc c'est le système d'exploitation de Huawei qui est basé sur Android, mais qui va permettre une meilleure intégration avec les produits Huawei éventuellement, connexion plus rapide, contrôle de ces appareils connectés Huawei. Et c'est là que j'ai trouvé fantastique parce que écoute, si je rêve depuis longtemps d'avoir une montre du côté Android qui est aussi séduisante que l'Apple Watch. Personnellement, là, tu vas dire, j'ai encore quelque chose contre Apple. Je trouve que l'Apple Watch est carrée. Elle est pas, c'est pas pour moi une T'as pas à le belle trouver, montre. elle est carrée. Ça, c'est très Elle bon. est carrée, elle ressemble à un gros coussin sur le poignet. J'avoue que j'aime les bonnes vieilles montres mécaniques et la Watch 3 Pro Elite ressemble à une véritable montre. On a un choix de Il y a beaucoup de choix de design qui ressemblent drôlement à l'Apple Watch aussi. Exactement, oui, Ouais. tout à fait. Il y a deux boutons, un bouton avec une petite molette, une couronne qui tourne à 2 heures, une autre couronne à 4 heures qui permet de choisir des fonctions qu'on peut programmer. Ce qui est fantastique, ça se connecte super bien avec son téléphone Android, même s'il va falloir sideloader l'application santé qui permet de la contrôler parce que la version, quand j'ai tenté de la télécharger, n'était pas la plus récente sur le App Store, le Play Store de Google. Donc, il a fallu que je sideload la plus récente version de santé. Et évidemment, on n'a pas la même intégration qu'on peut avoir avec l'Apple Watch. L'Apple Watch est parfaitement intégrée avec son téléphone. Et là, j'ai mon téléphone qui me dit... hey, tu me parles! C'est ça, il me cherche. Il faut que je désactive. Ça, c'est épouvantable. Moi, Mais il n'y a pas la même intégration que Wear OS non plus peut avoir avec Android parce que c'est évidemment. Exactement. On peut recevoir ces notifications, mais on ne peut pas y répondre, ce qui est embêtant. Donc, je vois que j'ai une notification, je vois qu'il me l'a envoyé, mais je ne vois pas le message, je ne peux pas le faire dérouler avec la molette. Donc, il y a beaucoup d'éléments. La bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. J'ai eu récemment, après presque à chaque semaine, une mise à jour majeure et les applications sont le fun. Les faces, ce que j'ai trouvé qui est la plus belle amélioration versus la Huawei Watch 2, la Watch 2 GT, c'est que l'affichage de veille, si on veut, peut afficher une version réduite de l'affichage. Et ça, là, sérieusement, je rêvais de ça parce que ce que ça fait, c'est que ça va afficher, au lieu d'afficher l'affichage complet. J'aime les affichages plutôt minimalistes, moins d'infos que plus. Quand on le met en mode veille, on n'affiche que les aiguilles, par exemple. On n'affiche pas les détails, on n'affiche pas les chiffres, on n'affiche pas... on va juste afficher avec un affichage moins intense. Alors qu'avant, c'était un autre cadran complètement. Avant, c'était un autre cadran complètement. Ce que je trouvais vraiment... Quand on a choisi une belle face pour sa montre, on va en profiter. Donc, on peut choisir la belle forme des aiguilles, ce qui me plaît beaucoup. Ce qui est embêtant, c'est que la Watch 3 Pro a la possibilité de connecter avec une eSIM. Donc, on pourrait éventuellement l'utiliser de façon indépendante sans son téléphone en partageant son forfait. Ce qui arrive, c'est que la fonction n'est pas offerte au Canada encore. Donc, on touche du bois pour qu'elle soit déployée au Canada. J'en ai fait la demande. Puis, il y a aussi le paiement. Le paiement là, qui serait tellement le fun de payer avec sa montre. Qui est comme Apple Pay ou comme Android Pay. Comme Apple Pay, on a Huawei Pay qui, malheureusement, n'est pas activé non plus au Canada. Fait que tout ça pour une montre qui est extrêmement luxueuse. Je l'adore, je la trouve magnifique, mais au prix qu'on paie, on aimerait que les fonctions d'appel fonctionnent. Et elle est, je regarde ici le prix, elle est 698 $, le prix suggéré. Personnellement, si vous voulez une montre connectée qui est magnifique, presque aussi jolie, le bracelet est en acier au lieu d'être en titane, beaucoup plus abordable, 329 $ pour le modèle GT. Donc, la Watch 3 GT, beaucoup plus abordable. Qui est aussi très élégante. Un petit peu plus petite. Moi, j'ai trouvé plus séduisante sur certains détails qui rappellent plus une montre mécanique. Mais effectivement, la 3 Pro a ses avantages plus performantes. On le sent qu'elle est plus puissante. Harmony OS. Plus d'autonomie. Plus d'autonomie, mais Harmony OS aussi est mieux ficelé. Malheureusement, là, ce qu'on sent, c'est que Huawei se renferme dans son écosystème parce qu'on espérait toujours jusqu'à récemment que les services Google reviendraient sur les appareils Huawei. Et là, on sent que Huawei dit on s'en fout, nous, on veut notre propre plateforme.
Effectivement. Mais Huawei Pay et le service Huawei Music aussi qui serait disponible en diffusion à travers la connexion eSIM, ça compléterait bien l'offre. Ah oui, ce serait magnifique. Malheureusement, ce n'est pas compatible. Donc, c'est une magnifique montre. Elle est superbe. Malheureusement, elle est bridée par des options qui ne sont pas encore offertes au Canada. Ouais. Ce qui fait que le modèle GT, si on veut une belle montre connectée, puis encore une fois, du côté Apple, je pense que la Apple Watch s'impose. La montre de Huawei fonctionne très bien, mais vous n'aurez pas la même intégration. Alors, c'est un choix qui est plutôt qui est magnifique. J'aimerais que ça aille mieux. On promet à Huawei Pay, ces choses-là, on les promet au printemps, en fait, quand on parlait à Huawei Canada de ces choses-là. Ça s'en venait, donc peut-être qu'on va revenir là-dessus cet été, il y aura des améliorations. De toute façon, je pense que tu en as parlé en détail dans tous les sens sur ton site, Pascal. Exactement. Donc les gens qui s'intéressent. Sur pascalforget.com, toi, on peut te lire dans Le Devoir. Oui, ben absolument. Le Devoir en papier, en plus, ou le devoir.com, effectivement. On finit l'émission, donc je pense que c'est temps de mentionner nos partenaires et de rapper ça, comme on dit. On aimerait remercier Microsoft, TELUS, Jura, notre partenaire café, GoDaddy.ca, CyberGhost VPN, C23 qui nous permet la diffusion, Claude Hébert à la mise en onde. Merci Claude. Merci à Claude. Grâce à vous. C'est grâce à Claude qu'on sonne bien. Et on peut nous suivre dans les médias sociaux, comme je te disais, ou partout, Facebook, LinkedIn, Twitter. On est là aussi. Merci Alain McKenna. C'est un plaisir d'être avec toi. Pascal Forget, même chose. Plaisir partagé. C'est la fin donc, de notre balado cette semaine. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Ça va être super intéressant. Ne manquez pas ça. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes de balado. On se dit bonne journée, bonne fin de journée si ce n'est pas le matin et bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!